Bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette nouvelle édition, j'ai le plaisir de me retrouver à l'Université de Genève où se déroule le 50e Gingembre, un événement organisé par Gorgui Watt du Continuum 1er. Ne bougez surtout pas et à Bonjour, c'est Selon. Merci à tous et à toutes d'avoir accepté, j'allais dire, cette invitation de notre ami Gorgui Watt. Merci d'être là pour l'édition 2023 du Gingembre littéraire. Merci tout particulièrement à nos panélistes, à tous ces intervenants qui nous viennent du Sénégal, d'où je viens moi-même. Et si nous étions justement à Dakar, on aurait dit d'Allen Adja, pour tout simplement vous souhaiter la bienvenue. Et encore une fois, bienvenue à tous. On est très heureux de vous accueillir. Continent Premier, c'est l'association qui organise le Gingembre littéraire. Et je voudrais également féliciter ici et tout de suite tous les membres de cette association qui s'activent depuis 2019 dans l'organisation du Gingembre littéraire. On en est à combien d'éditions maintenant, mon cher Gorgui? Une 50e aujourd'hui, ça s'applaudit. Bravo Gorgui. Et je voudrais reprendre les propos de Hawaba, qui fait partie des intervenantes de cette édition 2023 du Gingembre littéraire. Elle disait de toi, Gorgui, tu fais partie des meilleurs d'entre nous. Une ambition et une générosité sans limite pour notre Afrique, un admirable leadership dans le combat pour la dignité et la prospérité de nos peuples. Et je partage entièrement cette pensée. Bravo. Je vais encore présenter moi-même. Je m'appelle Sarah Louia Senghor et je suis journaliste et présentatrice à la télévision nationale sénégalaise, la RTS. RTS. Et pour la petite histoire, l'original c'est nous. C'est chez nous. Et elle est bien cette histoire. Pour le logo et pour l'originalité également, c'est chez nous que vous êtes venus prendre ou reprendre tout ça. Mais c'est très bien, c'est ça aussi le partage et l'échange. Alors pour cette édition, je voudrais tout simplement rappeler très rapidement le thème autour duquel les différents panélistes vont réagir, nous entretenir. L'Afrique face aux défis du numérique, de l'industrialisation et des enjeux de la culture et du développement. Un terme très large, très vaste. On attend bien sûr vos contributions également, mais je vous le dis, les panélistes de cette édition, c'est du haut de gamme. J'en connais beaucoup. J'ai eu l'occasion d'en recevoir dans mes émissions et sur mon plateau, je vous assure, vous allez être gâtés. Et on compte également sur eux pour la pertinence justement des idées et des échanges qui auront lieu. Merci beaucoup, merci pour ces mots de bienvenue. Monsieur le maire de la ville de Genève, monsieur le conseiller administratif, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le ministre conseiller, mesdames et messieurs les intervenantes et les intervenants des différents panels, chers et chers collègues, chères et chères étudiantes et étudiants, et certaines et certains d'entre vous commencent peut-être leurs études à l'Université de Genève aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou la semaine prochaine, je vous souhaite une bienvenue toute particulière aussi. Et chers et chères participantes ici, sur place et en ligne, c'est un plaisir de vous accueillir et de vous voir si nombreuses et si nombreux ici. Je sais qu'il y a pas mal de monde en ligne, 25 personnes, mais il y a plus de 100 personnes qui se sont inscrites aussi pour pouvoir suivre la retransmission en direct sur Zoom de cette conférence. Donc on est très heureux de pouvoir comme ça diffuser les discussions d'aujourd'hui. C'est un plaisir, je crois, pour le Geneva Africa Lab de l'Université de Genève de s'associer aujourd'hui avec le Gingembre littéraire du Continent Premier pour cette série de tables rondes. Un honneur et un plaisir tout d'abord, je dirais, et ça a été rappelé, pour la qualité assez exceptionnelle des panélistes
aujourd'hui. Peut-être que les plus jeunes ici, ou les étudiantes et les étudiants ne se rendent pas tout à fait compte de la chance qu'ils et elles ont, que vous avez de pouvoir aujourd'hui bénéficier de l'expertise, du savoir et d'accumuler des différentes personnes qui vont discuter aujourd'hui. Et je suis très heureux que vous ayez répondu donc à relever quelque chose, souligner 2 ou 3 points qui me semblent particulièrement importants et qui expriment aussi peut-être les valeurs et les espoirs qu'on partage entre Geneva Africa Lab et Continent Premier et le gingembre littéraire. D'une part, je crois qu'il est plus important que jamais d'avoir des espaces dans lesquels il est possible d'échanger, de se rencontrer physiquement, virtuellement, d'échanger ouvertement et de façon assez informelle. J'espère qu'on sera aussi, je crois qu'on est, puisqu'on est plus ou moins en famille ici, je crois qu'on est aussi dans l'informalité, parce que c'est important pour les débats, mais c'est d'autant plus important si cette informalité, et c'est vraiment le cas aujourd'hui, repose sur une expertise, sur des recherches. Je pense que, comme vous le savez mieux que moi, on est dans une période où globalement la montée des radicalités est très impressionnante, le repli sur soi aussi est quelque chose de très impressionnant, et il est de plus en plus difficile, me semble-t-il, d'avoir ces espaces, et d'autant plus précieux de les utiliser là où on peut le faire, ici à Genève, à Rufisque ou Dakar, comme le gingembre l'a fait à plusieurs occasions. Et je ne peux pas je suis prof de sciences politiques, je ne peux pas m'empêcher de dire dans ce contexte que c'est d'autant plus important lorsqu'on voit effectivement à la fois la montée des radicalités, mais aussi des décisions politiques qui, vous m'excuserez, j'espère le dire, sont particulièrement absurdes, comme celle que le gouvernement d'un pays voisin de la Suisse vient de prendre, de limiter l'accès notamment aux actrices et aux acteurs de la culture à des visas pour justement essayer d'apporter des visions différenciées, des visions critiques d'une réalité qu'on a tous besoin de déconstruire afin de mieux la comprendre. Et je crois que ça fait vraiment partie des volontés aussi de ce Geneva Africa Lab de faire cela. 2 mots peut-être sur le lab, puisqu'il est nouveau et probablement la plupart d'entre vous ne le connaissez pas encore. L'idée de ce lab, c'est vraiment de faire des ponts. Alors, de faire des ponts entre Genève et différentes sociétés d'Afrique, bien sûr, mais aussi de faire des ponts entre la recherche et la cité. Je crois que c'est évidemment une des missions essentielles de l'université, de produire du savoir, bien sûr, mais de ne pas garder jalousement ce savoir, de l'échanger, de ne pas avoir peur aussi de confronter son savoir avec d'autres savoirs sur un pied d'égalité et en descendant du piédestal sur lequel l'université se place elle-même souvent. Et aussi des ponts entre le monde de la recherche, de l'expertise, de l'économie et du politique, afin finalement, et je crois que c'est ça l'objectif général qu'on a ici, qu'on essaye aussi de transmettre au travers du master en études africaines qui a été ouvert à l'Université de Genève il y a maintenant 8 ans, une volonté de briser les clichés. Et vous savez aussi très bien que les sociétés africaines ont été l'objet d'un nombre impressionnant de clichés qui se sont créés, divulgués, redivulgués et qui reviennent régulièrement, notamment à partir des sociétés occidentales, qu'il faut briser ces clichés, aller comprendre leur origine et essayer de les déconstruire pour les remplacer par des relations basées sur quelque chose d'un peu plus équitable de Genève et bien sûr continent premier. Merci à toutes et à tous et je me réjouis des échanges que nous allons avoir. Merci, professeur Didier. Et bien dans quelques minutes, ce sera à toi de dire bonjour à tes invités. Alors juste avant, je voudrais partager cette petite anecdote avec le public qui est là aujourd'hui. Gorgui, on s'est connus au Sénégal, bien sûr, à Dakar, sur la RTS. Au début de cette belle aventure, le gingembre littéraire, où tu étais venu sur le plateau pour nous en parler. Et on se disait, gingembre littéraire ? Du gingembre ? Bon, après, la matinale sur la RTS s'appelle Quinqueliba. C'est un thé, c'est une infusion. Alors on s'est dit, un peu de gingembre dans du thé ou dans du Quinqueliba, c'est pas plus mal. Ça va relever le goût tout simplement. Donc, tu étais le bienvenu sur notre plateau. Et aujourd'hui, je suis... Non, je te laisserai la raconter toi-même. Je suis très honorée d'être là et de t'accompagner dans cette aventure qui se poursuit. Bravo mon cher ami, bravo. Bonsoir tout le monde. Vive la Suisse, vive l'Afrique.
nous allons, à partir d'ici, c'est l'ambition, même si nous sommes très humbles, il faut le reconnaître, parce que ce monde a besoin certes de supplément d'âme, mais ce supplément d'âme-là, nous ne pouvons pas le lui apporter sans un dialogue sincère, franc, et être dans cette université où je suis aussi diplômé. Je faisais mes études à Bastion, parce que nous avons une Bastion, une Dufour, une Humail. C'est pourquoi certains sont à une Humail. Nous nous excusons auprès de ces gens-là, mais ils sont en train d'arriver, parce que notre salle, c'était 100 places, et ne pouvaient plus être tous là-bas. Finalement, ici, pendant 3 heures de temps, vous pouvez avoir beaucoup plus d'espace et être à l'aise. Donc, vous faites plus de 200 personnes actuellement, ici, ce soir. Merci, Genève. Il y avait un défi à relever. Le défi, c'est que nous sommes allés à Paris. Madame Anne-Sophie Robert est là, directrice adjointe du journal Le Monde diplomatique, avec qui, aujourd'hui, avec le Geneva Africa Lab, nous avons fait un événement. À Paris, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de grèves. Et en même temps, fonder les relations Occident-Afrique. Il fallait payer 20 €. On n'avait plus de place. 3 jours avant, nous avons fait sold out pour ne pas parler chinois. C'est dire que le monde est aujourd'hui à l'écoute de l'Afrique. Mais de quelle Afrique? Alors, de quelle Afrique? Je suis revenu de Paris, M. Sanikana. J'étais maire en ce moment. Parce que chez nous en Suisse, il y a ce que nous faisons, c'est quoi? C'est très simple. Nous avons les 7. Je ne sais pas pourquoi 7. En tout cas, nous avons les 7 charges au Conseil fédéral. Nous avons 7 au Conseil d'État. Nous avons aussi 7 au niveau Conseil administratif. J'ai dit, monsieur le maire, nous sommes revenus de Paris. On a fait un grand événement et les Français veulent récupérer ce qui est né en Suisse, à la Maison internationale des associations. Je parle, j'ai en face de moi Jean-François Mabu qui se cache, qui était journaliste à la Tribune de Genève, qui vient juste d'aller à la retraite. Un autre ami avocat, je ne sais pas s'il est encore là, Raphaël Bélismi. Raphaël, il est là, il est parti. Ah, il est là, il se cache, c'est un avocat. Ce sont les 2 premières personnes qui, dès le début de continent féminin, ont compris ce que nous étions en train de faire. Les premiers 500 francs suisses que j'ai reçus, c'était de lui et de Jean-François Mabu. Parce que nous ne sommes financés ni par l'État du Sénégal, ni par l'État suisse, ni par le Conseil d'État, ni personne. Nous nous débrouillons pour exister depuis 23 ans. Et les flyers que nous voulons donner. Il n'y a aucune, ça je lance un défi, il n'y a aucune association ici en Suisse qui fait autant que nous, et nous partout où nous allons dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, au Maroc, en parlant du Maroc, que Dieu est l'âme de ceux qui sont disparus autant qu'en Libye et ailleurs dans le monde. Les Marocains ont recopié aujourd'hui les gingembre littéraires, mais ils ont eu l'honneur de nous appeler pour nous dire, s'il vous plaît, nous voudrions faire le même débat que vous avez organisé à Paris. Est-ce qu'on peut le faire? Je dis, mais allez-y, l'important pour nous, c'est que les idées doivent être partagées. Deuxième chose, est-ce que vous nous ferez l'honneur de venir participer à ces débats? Ils ont payé des billets et tout, donc après, si je vais aller au Maroc. Je dis ça parce que quand on me présente à l'étranger, elle a dit de journaliste auprès des Nations Unies à Genève. Et ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas que le Sénégal. J'ai une partie de moi qui est absolument suisse et cette partie-là, je la revendique. Parce que Pierre Goudiaby Atepa, qui est là, le président Pierre Goudiaby Atepa, c'est très bien de quoi je parle. Nous sommes des enfants des héritiers de Léopold Sédar Senghor. Nous du Sénégal, le vrai Sénégal, je dis. Lui, il nous a appris très tôt l'enracinement et l'ouverture. Et un ami professeur, Souleymane Bachidia, que vous avez vu tantôt, nous disait, autant de langues je parle, autant d'humanité je suis. C'est pourquoi nous sommes francophones. Nous n'avons aucune forme de honte de défendre la langue française. Ce n'est pas parce que vous êtes là, monsieur l'ambassadeur de la francophonie.
mais parce que nous sommes francophones, et parce que aussi la 4e constitution de la République française, c'est nous, Sénégalais, avec Léopold Senghor, qui l'avons mise en bon français. Pourquoi allions-nous avoir honte d'être francophones, de parler français? Mais nous ne sommes pas pour ça. Nous sommes des Africains multiples. Monsieur le professeur Bojo, qui est là en face de vous, c'était mon professeur ici quand j'étais étudiant. Bojo, je vous salue. C'est un grand pédagogue. Il est venu avec Didier Tecla. Il est un livre de programme de Didier Tecla. Il y a aussi son collègue qui l'a remplacé, le professeur Dominique Jaillard. Voilà, Dominique Jaillard. Et il y a notre collègue, le professeur Patrice Correa de l'université Gaston Berger qui est là. Il y aura un jumelage. Et tout ça, c'est à travers ça, monsieur le maire, monsieur le président. Donc nous disons, si les gens nous soutiennent, nous sommes de vous, nous continuons. Si l'on ne nous soutient pas, nous n'allons insulter personne parce que chacun a le droit de faire de ce qu'il veut. N'est-ce pas? Mais cette année, nous sommes contents. Parce que le maire de Genève, Alfonso Gomez, il est là, monsieur le maire, nous fait l'honneur. Les gens ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Il faut que j'arrête parce que vous êtes venus écouter les Mougansar, les Hawaba, les Sambadiaï, le président, etc. Mais c'est important parce que nous, ce que nous réalisons là, c'est l'humain. Ce sont des cœurs. Cette dame-là, Hawaba, qui est venue du Sénégal, elle était en Afrique du Sud. Elle gère des milliers d'organisations. Le président Atepa, après ici, il va à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le maire de Genève, qui est là avec son collègue du conseil administratif, combien d'organisations ont réussi à avoir en même temps, et M. Alfonso et M. Sami Kadara. Dites-le-moi. Non, mais dites-le-moi. Pourquoi nous avons ça, nous? Parce que c'est le cœur. Et si quelqu'un vous demande d'enlever votre cœur, d'arrêter d'être empathique, de travailler parce que vous croyez en quelque chose, mon ami Cyril les gens, il dit Gori, vous êtes un passionné. Restez passionné, je vous aime. Merci mon cher ami. Gorgui Wagdo, initiateur du gingembre littéraire. C'était le prochain qualificatif que j'allais utiliser pour te décrire. Passionné, parce que tu l'es. Et quand on fait des choses avec le cœur et avec passion, ça réussit forcément. Alors, bonjour à tous et tous. C'est pas évident de parler après notre ami Victor. Parce qu'avoir autant de passion et d'emphase et aussi de légitimité. Donc je commence par le remercier pour tout ce qu'il fait. C'est un des piliers de cette vie genevoise tellement passionnante dans le domaine à la fois international et local, multiculturel, d'échange, parfois vif mais il en faut, mais toujours dans un esprit d'ouverture et de dialogue. Et il faut plus que jamais que nous maintenions cette idée à Genève. Et je pense sincèrement que si vous avez aujourd'hui 2 des 5, alors on n'est pas 7, on n'est que 5, mais 2 des 5 membres de l'exécutif de la ville de Genève, c'est une manière comme une autre de témoigner de notre attachement à cet esprit de Genève que nous saluons et que nous encourageons, que nous essayons de soutenir au quotidien. Alors, les salutations protocolaires ont déjà été faites, je ne vais pas les répéter, je m'y associe pleinement. J'aimerais d'abord saluer, puisque nous sommes à l'Université de Genève, le travail initié par l'Africa Lab, le Geneva Africa Lab, vraiment. Je viens de faire connaissance du professeur Tecla. Je suis un ancien Sciences Po ici aussi, donc ça me fait des souvenirs, y compris dans l'auditoire ici, pour dire que c'est une belle aventure et qui de nouveau incarne bien Genève dans son idée de créer un espace de dialogue et d'échange, à la fois scientifique mais aussi très concret, avec de nombreux intervenants et intervenantes, et qu'on a besoin de ces espaces plus que jamais. Et quelque part on se dit, pourquoi pas plus tôt d'ailleurs, parce que si un continent où nous aurions envie et nous aurions même intérêt à nous y intéresser plus, c'est bien l'Afrique, dans toute sa liberté, sa pluralité, sa grandeur, son histoire, parfois turbulente, mais raison plus pour s'y intéresser. Et peut-être que Genève étant à la fois une ville francophone, mais pas chargée au même niveau d'histoire lourde que nos amis d'à côté, c'est d'autant mieux que ça se passe à Genève. Alors j'ai le privilège
d'être en charge de deux politiques publiques au sein du conseil administratif, la culture et la transition numérique, et en plus d'être en charge des relations, tout ce qui concerne la Genève internationale et multilatérale. Je commence juste par mentionner celui-ci pour dire que c'est justement un des défis des dernières années qui commence à être de mieux en mieux, disons, rempli, assumé, c'est de faire plus se rencontrer, ce qu'on appelle pour simplifier la Genève internationale dans toute sa diversité. On voit souvent la Genève internationale uniquement comme les grandes agences de l'ONU, c'est important, mais en fait c'est un écosystème d'une extrême richesse, où parfois le plus intéressant n'est pas ce qui est le plus visible, c'est toutes les organisations non gouvernementales, les espaces de réflexion, de débat, d'échange, et la Genève plus locale aussi dans toute sa diversité, et le monde académique depuis pas mal d'années, et je me réjouis de cette évolution. Au sens large, l'Université de Genève, l'Institut des hautes études internationales et aux écoles spécialisées développe beaucoup de liens et de projets pour connecter ces deux mondes et apporter l'un à l'autre les compétences, les expériences et les idées. Et Georgi connaît bien ces deux mondes d'ailleurs, puisqu'il est présent aussi bien au niveau local. Je ne sais pas comment tu fais parfois. Tu fais partout. Alors, si on arrive au numérique, qui est un des sujets du colloque, c'est un sujet évidemment d'une extrême importance parce que, même dans le contexte genevois, on pourrait imaginer que tout est simple, tout est clair. Eh ben, avec mes collègues, Alfonso Gomez notamment, on a développé l'idée qu'une politique numérique est légitime, une politique publique qui dépasse les simples enjeux techniques. Alors, bien sûr, les enjeux informatiques, on a à suivre, de trouver les bons outils pour notre administration, pour l'acquisition de données d'intérêt public, qui inclut aussi la sécurité qu'on peut offrir aux citoyens sur la gestion de leurs données, c'est un vrai défi, mais aussi la protection de l'environnement. Il faut se rendre compte que le numérique est l'un des domaines qui augmente le plus vite ses émissions en termes de gaz à effet de serre. C'est en train de dépasser l'aviation. On est à 4% du global et ça augmente très très vite. Donc c'est un vrai défi parce qu'on a beaucoup parlé de virtuel. Derrière ça, vous avez des centres de données qui coûtent une énergie folle. Et puis le fait qu'on est tout le temps en train de streamer, sans compter les matières premières qui sont derrière nos appareils électroniques, qui sont tout ce qu'il y a de plus physique. On a besoin de publicité sur l'Afrique et toutes ces richesses, et donc très convoitées. C'est aussi dans ce sens-là un défi. Le deuxième axe, c'est l'inclusion numérique. C'est que même dans une ville riche comme Genève, un pays riche comme la Suisse, il y a des gens qui se sentent largués, qui ne sont pas à jour, c'est compliqué, le numérique ça va très vite. Et donc ils n'osent pas le dire, ils ont honte. Et donc de faire l'inclusion numérique déjà chez nous, pour être sûr que chacun, sans faire forcément uniquement de gadgets, soit apte à relever les défis, par exemple dans l'interaction avec l'administration, dans votre vie de citoyen et de citoyenne. Le troisième, c'est quand même l'innovation, parce que c'est une source d'innovation positive quand c'est bien accompagné, encadré. Et le quatrième, c'est simplement l'administration en tant que telle, les prestations de notre cité, qui n'est pas à jour, et le citoyen attend quand même de la cité la capacité de mener un certain nombre de démarches en ligne, mais sans jamais renoncer au contact humain. Et les collègues d'Afrique ont dit, écoutez, nous, vous parlez de 5G, nous, on n'est même pas sûr d'avoir la 2G. Il y a une inéquité déjà de base dans l'accès littéral au numérique, c'est-à-dire là on ne parle pas de capacité individuelle, mais simplement physiquement de réseau, qui rend la chose un peu théorique quand on parle de choses plus subtiles. Et là évidemment il y a des moyens à trouver, à donner, pour que l'accès simplement, et là on parle d'inclusion au sens large, et d'une équité des chances. Derrière on peut développer d'autres choses sur par exemple sensibiliser à la gestion des données. Les données on sait que c'est l'or du 21e siècle, et notamment sur tous les trésors de l'Afrique, de ne pas les mettre uniquement dans des mains commerciales ou à des fins, disons, de pouvoir, pas de pouvoir, mais à des fins vraiment de service public et d'intérêt général. Sur le domaine culturel et Genève en tant que ville internationale, qui est donc aussi une ville de gouvernance internationale, le numérique nécessite impérativement une gouvernance publique beaucoup plus marquée face aux géants de ce monde, comme les Google, Amazon et consorts. Et Genève négocie avec l'international et l'Afrique doit prendre pleinement sa place dans ces négociations. Sur le plan culturel, alors on est toujours très fiers de notre diversité culturelle à Genève à juste titre, mais c'est vrai qu'on doit se poser la question si vraiment on est toujours attentif parce que toutes les composantes de notre belle mosaïque, dont on est très fiers, trouvent leur place à la fois dans les pratiques artistiques et dans les publics. Et c'est quand même une préparation de tous les moments, parce qu'il est vrai que Genève est composée de personnes qui viennent d'ailleurs, mais on ne peut pas prétendre non plus que c'est toujours facile pour ces personnes, et il ne faut pas idéaliser. Donc la ville de Genève, j'imagine mon collègue même, M. Gomez en parlera, est extrêmement attentive aussi, idéalement, tout le monde puisse se sentir bien dans notre cité. L'élection du racisme dans une version extrême. Il y en a plein d'autres, et donc là on enclenche aussi un processus qui de nouveau ne cherche pas à polariser, mais à initier un débat aussi ouvert que possible. Donc quand j'ai vu le programme de ce colloque, je me suis dit, vraiment, c'est une super initiative, vraiment je vous remercie infiniment pour l'énergie qui est mise dans cette richesse et dans ce bel débat.
Je regrette de ne pas pouvoir rester avec vous parce que le défaut qu'on est en charge de la culture, c'est qu'on doit être tout le temps partout à Genève, vu l'actualité. Et vraiment, je vous souhaite des échanges, donc je me réjouis ensuite d'avoir les résumés. Merci beaucoup. Merci. Ça nous permet de conseiller administratif. On accueille tout de suite M. François Gomez, conseiller administratif de la ville de Genève. Quel honneur! En matière de numérique, en matière culturelle et en matière d'industrialisation, mais aussi dans les domaines financiers, dans les domaines politiques et environnementaux. Puis la situation ces dernières années a encore complexifié la tâche. Évidemment, le continent a été frappé par de nombreux chocs, l'épidémie de la Covid-19, les conséquences de la guerre en Ukraine, l'inflation, la gestion des dettes publiques ou encore les catastrophes naturelles amplifiées par le dérèglement climatique. Et permettez-moi ici d'avoir une pensée chaleureuse pour évidemment les populations du Maroc et les populations de Libye, dont on ne sait pas encore à cette heure, malheureusement, les conséquences exactes du drame qu'elles sont en train de subir. Ça peut sembler un lieu commun à la croisée des chemins, car elle a des potentialités immenses et en même temps des défis complexes à relever. Et pour relever ces défis, comme le disait Raymond Mouba, il faudrait qu'on donne l'opportunité aux peuples africains de se développer et de prospérer. Et dans ce cadre-là, modestement, la ville de Genève peut certainement jouer un rôle important, car c'est une ville internationale, c'est la capitale mondiale de la diplomatie, de la gouvernance multilatérale, mais elle constitue également un centre de compétences et de discussions d'envergure. Il ne se passe pas une semaine sans que la question du développement de l'Afrique ne soit abordée dans la Genève internationale, que ce soit dans le cadre des travaux qui sont menés à l'ONU ou dans un colloque organisé par une des nombreuses ONG que nous avons l'honneur d'avoir dans notre ville. Et ces questions sont aussi discutées au niveau des villes. Nous avons une véritable diplomatie des villes qui se met en œuvre avec à la clé des échanges et des compétences et de nombreux projets de coopération qui sont décentralisés. Mais surtout, je crois percevoir une volonté de défendre avec acharnement l'émancipation de l'Afrique par ses propres moyens. Genève bénéficie d'une tradition ancienne en lien avec l'étude du continent africain. Ainsi, en 1961, le Centre Genevois pour la formation de cadres africains était en effet créé pour offrir aux cadres africains un centre d'accueil et créer ainsi un lieu de réflexion et de recherche pour les personnes intéressées à ces questions de développement. Il devint ensuite l'Institut africain de Genève en 1962, puis l'Institut universitaire d'études du développement, IUED, en 1977. Et aujourd'hui encore, Genève propose de nombreux cursus en lien avec les sociétés africaines et les problématiques concernant le continent africain. Par ailleurs, et cela est essentiel, nous sommes forts d'une longue tradition d'accueil. Genève est une ville de diversité où se côtoient chaque jour des personnes qui sont originaires de 190 pays. Ce soir, pour s'inscrire dans cette dynamique qu'il faudra renforcer, et je vous souhaite d'ores et déjà des échanges et des conclusions passionnantes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous garde avec moi, monsieur le maire. Merci beaucoup. Vous avez cité Thomas Sankara en parlant de cœur et d'amour, on parlait de passion. La passion, c'est le cœur, c'est l'amour. On en revient à tout ça. Et forcément, quand on laisse là, au milieu de tout, c'est l'empathie, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Et on construit un meilleur monde. On a une petite surprise, toute petite, ou une grande finalement, pour monsieur Pierre Atepa Oudjami. C'est une surprise, bien évidemment. Je vais inviter monsieur Sami Kanen à nous rejoindre pour fêter vos 50 ans de carrière. Et pour ceux qui sont
monsieur l'ambassadeur. Invités qui ne connaissent pas monsieur Pierre Atepa Goudiaby, il sera parmi les intervenants tout à l'heure, mais je voudrais déjà vous dire que c'est l'un des plus grands, sinon le plus grand architecte du Sénégal et parmi les meilleurs sur le continent africain et dans le monde, s'il vous plaît. Il est le président du club des investisseurs du Sénégal. Je voudrais également inviter monsieur l'ambassadeur du Sénégal à nous rejoindre ici. C'est important, c'est symbolique. Elle a l'air d'éducation, excellence, venez, rejoignez-nous, monsieur le ministre. De nombreux édifices en Afrique et au Sénégal portent l'empreinte de monsieur Pierre Atepa Goudiaby. 50 ans de carrière, c'est un modèle que nous célébrons, bravo, félicitations. Merci Gogi. Ah oui, pour la photo, bien évidemment. Pour la photo. Petrosen, directeur général. Le pétrole et le gaz au Sénégal, c'est une actualité. Et pour mettre tout cela véritablement comme il se doit, pour que chacun puisse en profiter, il y a monsieur Manar Sall de Petrosen qui dirige la branche Trading. Merci d'être avec nous. Il y a également monsieur Samba Ndiaye qui sera également sur ce panel-là. Le grand train du Sénégal. Et cette année, on a réussi la prouesse de redémarrer le transport ferroviaire grâce à lui. Et pour finir, eh bien, je réinvite évidemment sur ce podium M. Pierre Atepa Goudiaby. Je vous souhaite tout simplement de passer d'excellents moments en compagnie de nos premiers panélistes. Je vous remercie. Je vous laisse. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Merci et bonsoir à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Cheikh Marcy. Je suis quand même ancien député. J'ai été député de 2012 à 2017 et je suis le président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, un observatoire qui s'occupe des questions de gouvernance, pétrole, gaz, ressources minérales en général, mais surtout de formation des jeunes en leadership économique. Et j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui, et je remercie Gogi Watt de cette invitation, de faciliter ce panel avec ces grands messieurs que vous voyez ici. Et je commencerai par monsieur Manar Sall, qui est le directeur général de Petrosen à Val-Essa. C'est aussi Trading Service. Monsieur Manar Sall était le Head of Business de Oil Libya de 2013 à 2014. De 2014 à 2015, il fut directeur général de Elton International. De 2015 à 2020, il était directeur des opérations à Prime Value City. Je vous prie de l'applaudir, c'est notre golden pour avoir participé à la rédaction de la plupart des lois qui concernent les hydrocarbures au Sénégal. Monsieur Samba Ndiaye, ici présent, est aujourd'hui le directeur général des grands trains du Sénégal. Monsieur Samba Ndiaye fut le contrôleur des travaux à la Société nationale d'électricité du Sénégal en 1992. De 2006 à 2009, il fut le chef de département administration générale de la Sénélec avant d'être nommé comme le directeur de la direction de la Société des infrastructures et de réparation navale de Dakar, la Sion. Monsieur Samba Ndiaye aussi est l'auteur de Sion, des Sions pour servir, ici présent, donc vous pouvez aussi l'applaudir. On ne peut pas parler de développement, sans parler quand même des chemins de fer. Et je termine par M. Atepa Pierre Goudiaby. Parler de lui, c'est parler d'un livre aussi, parce qu'on vient de le primer. M. Pierre Atepa, le nom Atepa, il veut dire le bâtisseur. Il s'appelle en réalité M. Goudiaby, mais on le surnomme le bâtisseur. Et dans sa tendre jeunesse, il a été
partagé entre le théâtre et l'architecture. Il a fini par choisir l'architecture et a fait à New York le National Polytechnic Institute où il décroche son diplôme d'ingénieur en sciences de la construction. Il crée en 1977 son cabinet, le cabinet Atepa Miyabi, et crée en 1985 Atepa Technologies, qui est une structure qui s'occupe de tout ce qui est ingénierie technique, financière et innovation. Aujourd'hui, ce groupe s'appelle, Atepa Technologies est devenu Atepa Group. Parmi ces célèbres réalisations, vous avez la première banque centrale, le siège de la Banque centrale au Sénégal. Il a réalisé quand il avait 27 ans, et c'est l'édifice encore le plus grand au Sénégal. Vous avez le CESAC, c'est sa réalisation, la Banque de l'Habitat du Sénégal, et tout le monde le connaît aujourd'hui, le monument de la Renaissance, c'est lui aussi qui nous a donné ce chef-d'œuvre-là. Il a réalisé la place de la Nation à Genève, il a réalisé le siège de la CEDEAO à Lomé, l'aéroport de Banjul, celui de Sierra Leone, et aujourd'hui il est le promoteur des villes nouvelles de Kitoko, de Lungi, et surtout il vient de lancer l'initiative de la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium. Je m'arrête là, sinon on n'aura plus de temps. Donc je pense, monsieur le maire, et il est parti, je pense heureusement que monsieur le maire est parti, sinon il a Atepa de lui proposer une autre réalisation à Donc le gaz, ça peut être une bénédiction comme ça peut être une malédiction. Je peux dire à tous que dans le cas du Sénégal, on a tout fait pour que ce soit plutôt une bénédiction. Moi je vous ai dit ça, vous allez me dire mais pourquoi et comment? Parce que simplement, on a eu la chance d'être parmi les derniers pays à découvrir donc, du pétrole et du gaz, et donc on peut apprendre des erreurs des autres, et aussi on peut apprendre toutes les bonnes choses qui ont été faites ici et ailleurs. Donc ça a été la première bonne chose qui a été faite, c'est de dire on va définir une vision. Généralement, c'est ça notre problème. En général, je ne vais pas dire qu'en Afrique, mais en général, l'être humain ne définit pas clairement où il va aller. Et donc, on a une richesse comme ça, et on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc, c'est ce que le Sénégal a d'abord réussi, c'est de définir exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pétrole et ce gaz. Comment on l'a fait? C'est dès le début, le président a dit on va mettre dans la Constitution que ces ressources naturelles appartiennent au peuple. Quand on dit ça, on se dit, mais c'est peut-être normal, mais non, on aurait pu dire que les ressources naturelles appartiennent à l'État. Et donc, quand on dit ça, l'État peut en disposer et l'utiliser à 100% pour son budget, et donc ses investissements. Non, on a dit que ça appartient au peuple, et l'exploitation de ces ressources naturelles doit améliorer le bien-être des Sénégalais. C'est ce qui est dit dans la Constitution. Ça veut dire que les Sénégalais ont la possibilité de se renseigner. On est obligé de communiquer avec eux pour leur dire exactement ce qu'on va faire de ces ressources naturelles. Qu'est-ce qu'on va faire en termes d'utilisation de ces revenus du pétrole? Comment on va s'assurer que les générations futures vont pouvoir bénéficier après, même après le pétrole, on aura fait de bons investissements. Donc, une fois qu'on a fini avec la Constitution, on a mis en place tout le cadre réglementaire, donc le code pétrolier, la loi sur le contenu local. Une loi sur le contenu local qui nous permet de nous assurer que l'exploitation de ces ressources naturelles vont profiter aux personnes morales, donc les entreprises, mais aussi aux personnes physiques, donc les Sénégalais avec une préférence nationale, avec différents régimes d'activité, où on va dire que pour certaines activités, il n'y a que les entreprises sénégalaises qui peuvent l'exploiter. Donc ça a été fait, et une fois qu'on a mis en place ça, on a dit mais il faut aussi, bien sûr, si on veut que les Sénégalais puissent être dans ces activités-là, il faut que ces personnes soient bien formées. Donc on a mis en place aussi un Institut national du pétrole et du gaz. Son nom, je ne peux pas le dire. Je me suis permis de l'arrêter. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur le directeur, vous avez parfaitement raison.
Monsieur le directeur, vous avez parfaitement raison. Comme on dit en mathématiques, si et seulement si nous vous écoutons. Mais je voudrais que vous preniez 1 minute pour m'écouter. Mon groupe est en train de négocier, ça aboutit, l'acquisition d'une mine de fer, pas loin d'ici. Parce que, monsieur le directeur général, si j'achète au cours actuel 2 tonnes de minerai de fer, j'amène à Dakar, parce que comme l'a dit mon jeune frère tout à l'heure, c'est également un complice, parce qu'il nous donne tous les chiffres. Voilà, j'ai rien dit. Si nous prenons 2 tonnes de minerai de fer, si nous prenons 30 mètres cubes de gaz, le mètre cube de gaz, c'est les calculs de monsieur le représentant ou le directeur du Fonds monétaire. Le mètre cube de gaz coûte à peu près 1 euro, 1,25 $. Si vous prenez 30 mètres cubes, les 2 tonnes de minerai de fer dont je vous viens de parler, que vous avez acheté à 200 $, va vous transformer ce gaz-là, ça va vous transformer les 2 tonnes de minerai de fer en 1 tonne de fer. 30, 40, 50 euros vont produire 1500 €. Et je lui ai dit, monsieur le représentant du Fonds monétaire, this is a game changer, parce que j'ai pris 30 €, je suis arrivé à 1500 €. C'est ça qui va faire la différence. Il m'a regardé et m'a dit, monsieur le président, vous avez raison. Bravo. Merci. Moi, c'est important parce que je sais que l'heure est... Mais il est important que nous portions le message, que ce soit très clair. Moi, je suis venu pour apporter un message de développement parce que je suis fatigué de voir mes enfants mourir dans l'océan parce que nous n'arrivons pas, nous les responsables, de gérer leur vie. Donc, monsieur le modérateur, c'est au vu de ça que je me suis investi pour changer la donne. Changer la donne en disant aux Européens et aux autres que l'Afrique a changé. Je l'ai dit dans une interview que vous avez pu voir ce matin. Nous ne voulons pas tendre la main. Nous venons faire du business. Nous sommes également fatigués des Chinois qui nous prennent tout et nous rendent rien. Mais ça, je leur ai dit. Nous venons vous tendre la main pour qu'ensemble, nous puissions changer la donne. Changer la donne, c'est quoi? C'est nous accompagner dans la transformation de nos matières premières. La Suisse nous prend 16 tonnes d'or et ne transforme pas 1 gramme sur place. Or, nous pouvons, avec la Suisse, créer une raffinerie à Dakar et demander à Rolex, à Patek Philippe et autres de venir qu'on leur livre des poignées et des boîtiers. C'est ça la transformation que nous attendons. C'est du vrai gagnant. Merci beaucoup. Pour l'anecdote, si on parle de 16 à 18 tonnes d'or, ça fait quand même 679 milliards. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. La tonne d'or coûte 58 millions d'euros. Donc, vous allez à Kédougou, Samodola, que je connais bien, il n'y a même pas d'électricité dans le village de Samodola. Monsieur Gaï, vous venez d'entendre. Tu es un pionnier et tu mets tout ton cœur, toute ton énergie. Merci beaucoup de renforcer la compréhension entre les peuples, parce que c'est ça le plus important. Bien.
Bien, vous savez, l'architecte, c'est celui qui prend des matériaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui vous sort des choses comme cet amphithéâtre de l'université de Genève. Mais j'ai pensé, en tout cas, c'est ce qui m'a toujours guidé, qu'ayant eu une chance extraordinaire d'avoir fait des études supérieures, vous savez, dans mon pays, c'est pas donné à tout le monde, que je ne pouvais pas me limiter à mon rôle d'architecte tout court. C'est bien de faire de beaux édifices, mais si au-delà des beaux édifices, vous n'éradiquez pas la pauvreté qui est dans nos pays, pour moi, c'est pas grand-chose. Donc, c'est dans les réflexions d'un développement autrement que je me suis lancé dans ce que j'ai appelé aujourd'hui la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium, à l'exemple des nouvelles routes de la soie des Chinois. J'ai eu un bureau en Chine pendant 6 ans et j'ai appris d'eux le pragmatisme. Donc j'ai souhaité lancer un défi et par la grâce de Dieu, je pense que je commence à être compris avec d'autres. Vous savez, tout le monde le sait, à commencer par les Suisses, puisque nous sommes à Genève, et qu'une bonne partie de notre or, on nous dit que c'est 15 ou 18 tonnes, pardon. J'ai interpellé d'ailleurs un journaliste suisse hier qui m'a interviewé, et je lui ai demandé en side, comme on dit, de venir faire un reportage sur la condition des gens qui travaillent dans l'or. Ils travaillent dans l'or, et ils vivent dans des ors durs. C'est inadmissible. C'est ce constat-là qui m'a fait réfléchir, parce que, encore une fois, un de nos voisins, c'est la Guinée. Vous savez que la Guinée a plus de la moitié des réserves de bauxite. Et que c'est avec la bauxite, bien sûr, qu'on fait de l'aluminium. Un peu plus loin, en Sierra Leone, comme l'a dit le modérateur tout à l'heure, une seule mine de minerai de fer, Tonkilili pour ne pas la nommer, à 12,8 milliards qui à Dubaï, qui en Corée, en Chine. Pour que vous en compreniez l'importance, je vais vous raconter une toute petite anecdote, mais qui vous dit exactement quel est l'état d'esprit de nos amis du FMI et de la Banque mondiale. Je ne tire pas sur eux, hein, je dis simplement des choses qui sont réelles. J'étais invité à ma qualité de président du club des investisseurs sénégalais à une rencontre avec le Fonds monétaire. Un très haut responsable du fonds est venu à Dakar et il nous a reçus. Et il a commencé son discours en disant ceci. Don't make no mistake. Si vous avez un projet qui est un projet rentable, qui est un projet profitable, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de mobiliser de l'argent pour faire un projet. Ça aussi, c'est un changement dans nos mentalités, de croire en notre projet, de mettre les bonnes personnes dans le projet. Merci beaucoup. Et avant de donner la parole, la prochaine question à M. Atepa, il a été titillé, au moins pour moi, M. l'ambassadeur du Sénégal, on en a parlé tout à l'heure. Finalement, on nous prend 18 tonnes d'or, et quand on vient en Suisse, on nous donne 4 jours. Ah, voilà. Ah. On nous donne le visa de 4 jours après avoir pris 18 tonnes d'or au Sénégal. C'est quand même pas équitable. Je pense que par respect quand même pour notre pays,
que des étrangers comme nous, invités quand même, on nous donne 4 jours pour nous dire après vous rentrez chez vous rapidement. C'est pas l'hospitalité à la sénégalaise, voilà. Et ça, quand même, monsieur l'ambassadeur, je parce que ça, vraiment, il faut. Monsieur Adepa, elle a parlé rapidement parce qu'on est presque à la fin. Vous êtes aussi initiateur de Silicon Valley. La Silicon Valley africaine, vous parlez de ville nouvelle. En quelques minutes, pourquoi cet impact-là sur l'industrialisation de l'Afrique? Merci. Je voudrais d'abord compléter ton affaire de visa parce que on vous donne le visa et on me demande de payer 80 000, je crois, ou 50 000 et on ne prend que du cash à l'ambassade. Alors je dénonce ça parce que c'est pas normal. Je sors ma carte de crédit. Ça se passe dans toutes les ambassades européennes au Sénégal. Je ne parle même pas de l'ambassadeur de l'ambassade de France où ils vous prennent de l'argent qu'on ne vous rembourse pas. Ils vous font 3 milliards par an. Ils ne vous donnent pas le visa, ils gardent votre argent. Et ça, c'est pas le sujet. C'est pas un sujet. Je voudrais simplement dire, pour ne pas être trop long, que je pense encore une fois que ce dialogue que vous entamez est important parce qu'on parle de numérique. C'est extrêmement important, c'est l'avenir de nos sociétés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié, mais ça, si vous allez dans notre site, vous pourrez le voir, ce que nous avons appelé la Africa's Dream Smart Island, que nous allons faire avec les amis arabes. Et c'est l'ami, et c'est l'occasion pour moi de ressusciter un concept qui était cher à Valéry Giscard d'Estaing, qu'il avait appelé le trilogue. Pour lui, le trilogue, c'était prendre la technologie française, l'argent des Arabes, et voir comment développer le continent. Je veux que nous en fassions une relecture, puisqu'on est à Genève, que vous nous aidiez à faire un nouveau trilogue. Associer nos amis arabes, vous savez, le prince Salman, pour ne pas le nommer, a fait adhérer son pays au BRICS, et ça va changer la donne. Qu'est-ce que nous devons faire avec ces nouveaux géants? C'est ça les vraies questions. Et nous sommes à Genève, vous devez nous accompagner pour que Genève reste la place financière internationale qu'elle est. Sinon, vous allez être largués. C'est aussi simple que ça. Alors, nous vous invitons encore une fois, Smart, toutes les choses architecturales que nous faisons, c'est bien. Mais pour moi, le plus important, c'est le fond de l'action. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'Afrique prenne sa place, toute sa place dans le monde d'aujourd'hui, qui est le monde déjà de demain. Et le numérique est la mère de toutes les batailles, c'est la bataille du numérique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous dans ce domaine-là? Merci. De cette manière, le numérique, je termine parce que la question portée sur le train tout à l'heure, parce que vous avez 2 minutes, on me signale qu'on a presque terminé. Voilà. En fait, je pense que tout à l'heure, j'ai essayé de montrer des exemples pour démontrer qu'il était possible d'industrialiser. L'industrialisation, ce n'est pas seulement théorique, elle est pratique d'abord. Il nous faut créer des usines. Mais attention, nous ne nous trompons pas de cible. Dans la présentation, j'ai montré aussi mes relations avec l'Inde parce qu'on a 630 millions de tonnes de fer. Pourquoi pas monter des usines de construction de trains? C'est possible. Mais il faut aussi se rappeler que la masse sénégalaise, est-ce qu'elle se sent concernée par ces industries dont nous parlons? C'est pourquoi il faut penser à une industrie de proximité. Et comme j'ai été maire pendant 12 ans, dans les documents, j'ai montré aussi des petites unités de transformation que j'avais mises en place dans ma commune pour permettre aux jeunes et aux femmes de transformer les produits agricoles pour les commercialiser ou pour se nourrir. Donc dans cette industrialisation, nous pensons grand, mais attention à l'impact sur les populations. On peut créer une industrie qui est déconnectée de la réalité que vivent les populations. C'est pourquoi moi je théorise l'industrie de proximité qui permet à ces populations de se sentir concernées. Merci. Vous êtes je le vois. C'est la culture de l'époque. L'industrie de proximité, c'est...
la grande Hawaba, la sociologue, directrice de la division participation et expression d'Open Society Afrique, qui rejoint donc les autres panélistes. Et donc, nous allons discuter du numérique. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir. Donc, comme l'indique la présentation, je suis Anne-Cécile Robert, directrice adjointe du Monde diplomatique, et je suis une fan absolue du gingembre. Donc, je ne vais pas être très objective en remerciant à nouveau Gorgui pour son organisation et Continent Premier et son équipe du Monde diplomatique. Le premier gingembre en Europe, c'était en avril dernier à l'auditorium du Monde, et on avait beaucoup de monde, et c'était un grand moment à la fois de partage et aussi de convivialité, parce qu'avec Gorgui, c'est toujours le cas. Alors, nous avons une heure devant nous. Alors, je ne vais pas faire mon occidental, mais il faut quand même tenir les horaires. On a des panélistes, des intervenants extrêmement brillants. En plus, le panel d'avant a mis la barre très haut, avec un animateur remarquable, des intervenants distingués. Donc on a la pression, mais on va relever le défi. Je le sens, ils sont chauds bouillants. Je le sens. Je ne vous sens pas vraiment chaud bouillant. Ah si. Donc nous avons, comme l'a indiqué notre consoeur de la radio-télévision sénégalaise, trois intervenants dont vous avez les curriculum vitae, je ne vais pas donc m'étendre sur ces présentations. Simplement, quand je leur passerai la parole, je préciserai évidemment un petit peu ce qui peut les distinguer par rapport à notre question. Sur le défi du numérique pour le continent africain, on pourrait faire des heures de présentation, et moi je n'ai qu'une minute pour introduire le débat. Je voudrais simplement dire deux choses. On a évidemment tous conscience des enjeux du numérique pour le développement, mais dans le droit fil de ce qu'ont dit les précédents intervenants, je ne voudrais pas qu'on ait une vision d'une Afrique en retard, demandeuse, qui est complètement à la remorque et qui n'a rien à dire. Ce serait vraiment faux. Il faut, même si effectivement les difficultés qu'on va... Pionnière en matière de technologie de téléphone portable, notamment le Kenya, pour tout ce qui est paiement pour le téléphone mobile, et qu'on utilise des technologies qui sont nées en Afrique et fabriquées en Afrique. Donc il y a vraiment beaucoup encore de clichés sur la réalité des choses, et comme l'ont dit les précédents intervenants, souvent les difficultés, ils l'ont peut-être pas dit aussi clairement que je vais le dire, mais je crois que c'est mon rôle de le dire, les difficultés du continent africain en matière d'industrialisation de numérique viennent non pas des incapacités des Africains, mais du fait qu'on leur impose des recettes qui viennent d'Occident, souvent, et qui ne sont pas forcément adaptées au continent africain. Et je partage profondément la manière dont vous avez posé le problème, cher précédent panéliste. C'est au continent africain de s'emparer des questions pour les définir à sa manière. Il est évident que les recettes de développement qui ont fonctionné en Occident ont peut-être fonctionné pour l'Occident, mais on sait très bien à quel prix et sur le dos de qui, mais ne vont pas forcément fonctionner pour le continent africain. Et c'est un peu ça dont je voudrais qu'on parle ensemble, plutôt que d'une conversation générale sur l'économie du numérique. C'est comment est-ce qu'on peut concevoir, penser cette question du numérique du point de vue de l'Afrique. C'est-à-dire comment se construit le rapport de force. Yeah, can somebody paraphrase that in English what the question is?
En fait, il gagne habilement du temps. Pour essayer de trouver le parage. Négocier. Voilà. Je comprends un peu. Je comprends, mais pour Carl, c'est difficile. I'm working on it. It's in progress. Well, I think the heart of your question is how do we negotiate with the main global actors in the digital space like Google, Facebook, IMF, yeah. I think it's always a challenge because, to be honest, the architecture of diplomacy is yet to be compliant with the requisite talent that is needed to sit around the table with the competence and understanding of digitalization to appropriately negotiate and protect the interest of the state, especially from an African lens. So with that premise, I would say the importance of us to realize that what diplomacy was and the architecture of our foreign ministries and the architecture of our missions must change. We've seen in the advanced countries in Europe, they've begun to have digital science technology diplomats in their missions. And in their foreign services, they've begun to have a function of digitalization, science and technology that is tasked on the negotiations around artificial intelligence, around cybersecurity, around digital infrastructure. L'excuse de l'ambassadeur Monceau qui était retenu à l'étranger. Bon, ça tombe bien, je ne suis pas complètement dépaysé puisque dans le cadre de mes fonctions, je suis les questions numériques. Donc, je pense que je suis quand même apte à parler au nom de l'OIF sur ces questions. Alors, mes deux prédécesseurs, en fait, ont posé tous les sujets sur la table. Je remercie l'ambassadeur, même s'il l'a fait dans la langue qui n'est pas la langue de la francophonie. Les questions étaient des bonnes questions. C'est les questions de la souveraineté numérique des pays, qui est vraiment au cœur aussi de l'action de la francophonie. Qu'est-ce que la souveraineté? C'est que les pays soient en mesure de contrôler leurs données, d'utiliser la valeur ajoutée de ces données à leur profit, et pas au profit d'entreprises étrangères. C'est le fait de pouvoir développer également des entreprises dans le secteur numérique. C'est le fait d'avoir un cadre réglementaire qui fait que ce n'est pas le Far West chez soi et que les acteurs du numérique aient des activités qui soient encadrées, que l'État puisse profiter via des rentrées fiscales des avantages du numérique. C'est tout ce qui concerne la formation des populations. C'est donc le renforcement des compétences numériques, de la littératie numérique, mais également de la formation au métier du numérique. Et c'est, je fais un petit peu de publicité, je suis quand même là pour ça, la francophonie a un grand programme qui s'appelle le programme Déclic, qui met en avant ces différents chapitres. Vous avez tout ce qui est le travail sur la littératie numérique, que les gens sachent utiliser les outils informatiques. Il y a tout le travail sur la formation au métier du numérique, que toute cette jeunesse des pays africains qui arrive année après année sur le marché du travail ait les compétences nécessaires pour aller vers les métiers du futur. Et vous avez un pan, et je suis très heureux que les deux orateurs précédents l'aient mentionné, parce que ce n'est pas quelque chose qui est intuitif, c'est tout ce qui concerne justement la gouvernance du numérique. Alors, qu'est-ce que la gouvernance du numérique? C'est vrai que c'est un terme flou, on se demande ce que ça recouvre, mais lorsque il a fallu que je prépare comme cette intervention au pied levé, j'ai eu un bref échange donc, avec l'ambassadeur Monceau qui m'a dit de rappeler que, par exemple, les parlementaires, et je salue ici la présence de M. Semarouga, que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier à Berne, donc on est très heureux de pouvoir compter sur une autre personnalité très éminente de la politique genevoise dans cette salle. Les parlementaires prennent tous les jours des décisions dans le domaine du numérique, mais souvent, parfois sans s'en rendre compte. Lorsqu'une loi santé est votée, vous avez des éléments numériques. Lorsqu'une loi travail est votée, vous avez des éléments numériques. Lorsqu'on travaille sur les questions de droits de l'homme, vous avez un volet numérique. Et donc, il est vraiment important, ce renforcement des capacités des décideurs,
qu'ils soient bien conscients des enjeux et du pouvoir qu'ils ont pour contrôler ces enjeux. Et les décideurs, ce sont bien entendu les acteurs du politique, mais ce sont les parlementaires, comme on l'a dit, ce sont les diplomates, parce qu'une grande partie de la gouvernance, donc vous avez tout ce qui est la gouvernance à l'échelon national, et l'OIF, par exemple, est là pour appuyer les États, pour développer un cadre réglementaire, pour développer des lois sur le numérique, qui permettent justement d'encadrer ces activités au profit du pays. Mais la gouvernance, c'est également la gouvernance à l'échelon international. Et une autre donnée aussi qui va sur le continent. À ce jour, 640 pôles technologiques sont actifs sur le continent. Et 4 villes africaines figurent parmi les 100 villes dans le monde pour leur écosystème d'innovation technologique au service du secteur financier. Vous avez parlé du Kenya, de Nairobi. On sait tous comment est-ce que le secteur financier aujourd'hui avec le mobile banking a rénové la façon dont l'inclusion financière sur le continent est en train d'être faite. À la suite du Kenya, maintenant, il y a l'Afrique du Sud, avec Johannesburg et le Cap, mais il y a aussi Lagos au Nigeria. Mais maintenant, c'est sur tout le continent que l'on voit comment est-ce en utilisant les potentiels et les technologies numériques, cette fracture en matière d'inclusion financière est en train d'être résolue. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de compte bancaire. Les gens utilisent chez nous, c'est des Orange Money, c'est des Wave, c'est pour faire des paiements, pour accéder à des services. Les gens de plus en plus payent leurs factures de chez eux, accès aux services, et donc ça, c'est grâce à l'utilisation de l'ingénierie du numérique. Maintenant, il faut se faire l'illusion. La facture numérique dont on parle, elle est réelle. Elle est encore là. L'inclusion numérique est loin d'être acquise. Et pire encore, même pour ceux qui ont l'accès, les coûts sont exorbitants sur le continent. Et je pense que ça, il faut en parler. D'autant plus que la plupart des fournisseurs de services, ce sont des compagnies téléphoniques vraiment du Nord et qui appliquent des prix différenciés sur le continent. Et donc, la plupart de leurs bénéfices, ils se les font sur le dos des Africains. Et donc, ça aussi, je pense que puisqu'on parle justement de ces données géopolitiques et géostratégiques, je pense qu'il est important de le souligner. Et l'autre question, moi personnellement, puisque moi je travaille sur les questions de gouvernance, donc je ne peux pas ne pas parler des questions d'éthique, surtout sur le continent. Si on regarde la question de la protection des données, le continent africain est aujourd'hui, disons, le pauvre réservoir pour les big tech, parce qu'ils appliquent des standards différents selon les contextes. Quand on est dans des pays du Nord, où la demande, l'exigence est là, où les États, parce qu'il y a peut-être des lois qui sont favorables, si on regarde un certain nombre de standards en matière de protection des données, si on vient sur le continent africain, c'est la tabula rasa. Parce que d'abord, ils sont moins soumis à cette obligation de rendre compte et surtout sont moins soumis, il y a une plus grande impunité, d'autant plus que, dans la plupart des cas, ils ont un terreau favorable de par la coopération explicite ou implicite de nos États. Donc, et les citoyens africains sont exposés à une utilisation malveillante de leurs données personnelles, mais aussi à une, disons, de manière plus prégnante maintenant, une sorte de coalition de malfaiteurs entre les opérateurs de téléphonie, d'une manière générale, et les États. Les citoyens donc sont pris entre le marteau d'États qui utilisent leurs données pour contrôler leurs choix, pour limiter leur accès, et les compagnies téléphoniques et les big tech qui sont là, qui ne sont mus que par la part du gain. Et donc ce sont des problématiques, je pense, dont on parle, surtout quand on est en Genève et que c'est une place où la gouvernance du numérique est au cœur des politiques, mais aussi parce que malheureusement, et ça c'était un autre élément dont je veux parler,
Comment est-ce que vous voyez, est-ce que cette fracture numérique existe selon vous? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il n'existe pas, comment vous poseriez la question des rapports nord-sud du point de vue du numérique? Thank you so much. Good afternoon, or shall I say Assalamu alaikum? I am challenged because my French is horrible, so you have to forgive me to speak in English. I had some prepared statements, but I will just go. If I may, I can stand. First of all, I want to thank the organizers for this very important gathering, and I hope it will be many of such constructive engagements. And I'm happy to see my brother, Mr. Kujabi, whom I was with in Dakar at the e-learning conference. So digitalization and digital, numeric as you call it, is the key enabler of development as we move in the 21st century and beyond. I was listening to the interventions on industrialization, and today we can leapfrog and get into smart industrialization through digitalization. What industrialization was that had eluded us, we have an opportunity through digitalization to leapfrog and implement smart industrialization across our continent. And green industrialization will be possible, and of course today nobody talks about industrialization without the environment, without sustainability, and without climate challenges. And to mitigate these things, digitalization is at the heart of it. So I just wanted to say that. And then on the topic of the conference, I also noticed that there is a segment on culture. Culture is also essential, that can be enabled and catalyzed as an asset, as a knowledge asset that is indigenous from our continent. We have a lot of indigenous knowledge assets that are cultural, that needs to be protected, and it can be protected today with intellectual property regimes. So IP of indigenous knowledge that is at the heart of our heritage and culture is important, and digitalization enables us to catch up and do that and share it with the world in an accessible and nimble manner. I want to say that the challenges of digitalization for the continent, at the heart of it is connectivity. The digital divide is a reality. The digital lack of inclusivity is a challenge. The fact that most of the digitalization is enjoyed in the urban areas and not in the rural communities is something of an issue as we move forward. So for us to truly harness the opportunities of digitalization and digital transformation, our countries, our governments must provide the necessary leadership to put the appropriate infrastructure. And the infrastructure have to be both nowadays data and digital infrastructure. Data has emerged to be one of the most important assets of a country. I agree with His Excellency, my brother here, when he said that we cannot develop our country with the God-given gift of oil and gas. Where we can be competitive and develop is actually in our knowledge assets and how we can harness that. And at the heart of that is our ability to harness quality data and use it for evidence-based policy, and also in emerging technologies such as artificial intelligence, which we must not shy away and we must not be scared of. It is strategic for our countries to begin to put mechanisms and strategy. Retourner à l'Université de Genève. Et le modérateur de cet excellent panel n'est autre que Monsieur le Ministre Elhadj Hamidou Kassé. Je connais personnellement et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Un homme de lettres qui aurait très bien pu être journaliste aussi, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Ancien journaliste. Tessé Eliman, qui, à la vue d'un livre ou de deux livres,
que détenu par devers elle la jeune Lavette. Il les a pris le livre, il les a déchirés. Mais ces gestes, d'abord, signifient quoi précisément? De deux, le livre, en tant que produit culturel, dans ses contenus, mais aussi dans sa dimension marchande, participe-t-elle objectivement aujourd'hui au développement de l'Afrique? Entre guillemets, développement. Parce que je pense que pour prolonger la pensée de Bougar et de Mme Dujardin, elle disait que le développement, c'est vivre librement la vie. En termes de proportion, c'est les libraires qui s'engraissent, et je m'excuse auprès des libraires qui sont dans la salle, le distributeur, le diffuseur, l'imprimeur et puis l'éditeur. Et vous voyez que dans cette chaîne-là, on crée de la valeur. Alors peut-être que c'est inégalement réparti, mais on se répartit dans un autre discours, dans un autre débat, de grand déballage contre le capitalisme, parce que c'est le système qui chapeaute tout ce qu'on a tendance parfois à contester. Et quand on le ramène à nos pays, quand on regarde l'état du livre, l'état de l'industrie du livre, l'état de l'édition, l'état du transport, la capacité à toucher justement à des ensembles qui sont des ensembles exogènes, qui peuvent être justement générateurs de ressources supplémentaires, là on se rend compte, voilà, les déficits majeurs que l'on a. Et on l'a rappelé tout à l'heure en parlant de l'industrie, on a parlé du pétrole et du gaz, on a parlé d'autres industries, c'est-à-dire la grande dichotomie qu'il y a entre la richesse de l'extraction et des matières premières et la pauvreté de la capacité de transformation. Mais c'est aussi évident dans le domaine culturel et dans le domaine absolument. Voilà, si on regarde tout ce qui a éclos et qui a constitué en termes de force, d'éclat, en quelque sorte, en Europe, dans la sphère intellectuelle, oui, beaucoup d'auteurs africains, beaucoup de penseurs, d'intellectuels africains ont eu leur certificat de notoriété validé en Occident. Dans l'espace francophone que je connais, en tout cas, c'est cette logique qui prédomine. Donc la logique de l'extraversion, elle touche à la fois aux arts, et elle touche aussi à la culture, et elle touche justement à l'industrie, et ainsi de suite. Et je pense que pour sortir des débats parfois théoriques, parfois, qui nous occupent, parce que les hommes d'esprit ont peut-être beaucoup de qualités, mais ils sont très bavards, on ne donne peut-être pas assez de recettes pour sortir justement de cette réalité qui nous emprise, qui nous signifie notre impuissance. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans nos pays pour allier justement cette force, ce gisement de potentialité en quelque chose qui puisse profiter justement aux populations, pour les dissuader, pour avoir des horizons, pour avoir des imaginaires prometteurs, pour avoir ainsi de suite. Et peut-être qu'au grain de la discussion, on y reviendra, mais moi, c'est ce qui m'occupe, et je terminerai en répondant à ta question, mais par un détour. N'oublions pas que la question du développement est une question qui est aussi éminemment coloniale. C'est-à-dire l'injonction au développement, c'est quelque chose, et ça a été contesté en sciences sociales. Quand on regarde des écoles qui ont été des écoles fondatrices au Sénégal, comme les écoles de Samir Amin, l'école d'Estria, le libéralisme, et ainsi de suite, on a essayé de déconstruire toute cette idée qu'il fallait appliquer un système tout fait. Et cette question avait une grande pertinence dans les années 60, 70, et elle a aussi une grande pertinence aujourd'hui, où un chercheur français qui s'appelle Jean-Pierre Olivier Sardan a écrit un livre majeur sur la question, qui s'appelle La revanche des contextes. Il explique comment justement tous ces produits qui sont façonnés de l'extérieur viennent achoper sur le réel, ce qui explique à la fois l'incapacité de les transformer et justement leur échec. Donc, réfléchir sur le côté pratique, c'est réfléchir aussi sur le concept. Et qu'est-ce que nous entendons aussi par développement? Moi, j'ai tendance parfois à donner des définitions terre à terre, extrêmement découpées. C'est-à-dire, j'ai envie aussi au Sénégal de ne pas avoir envie d'émigrer, d'avoir tout à disposition chez moi, de pouvoir rêver, de pouvoir regarder du cinéma, de pouvoir m'épanouir dans le sport, sans avoir à partir. Parce que partir, c'est créer les conditions de la violence symbolique, parce qu'on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi. Et la notion d'incolonisable, ce que j'explique, c'est que, je la fais courte, c'est que très souvent, on est parti dans une perspective décoloniale. La perspective décoloniale, elle suppose
une victoire de la colonisation. Et qu'il faudrait en quelque sorte se déshabiller de la tunique coloniale qu'on porte. C'est donner peut-être de prêter une grande victoire à la colonisation parce que dès les origines, toutes les sociétés humaines rejettent la colonisation. Et même quand elles s'agenouillent, elles ne le font pas de gaieté de cœur, elles le font sous la force de la contrainte, du fouet et de la violence. Et donc il y a une parcelle qui est peut-être dans le cœur, une parcelle qui est dans les rituels, dans les habitudes, qui est incolonisable par définition. Et d'ailleurs on le retrouve dans la pensée décoloniale qu'on peut trouver dans son essence sud-américaine par exemple. Et donc c'est pourquoi je ne fantasme pas l'îlot d'un âge d'or africain qu'il faudrait retrouver. Moi je ne suis pas dans le fantasme de la pureté. Je pense que toutes les sociétés sont des constructions humaines continues et qu'on est appelé toujours à rencontrer, à avoir des influences et qu'il n'y a rien de pur, il n'y a pas une seule identité africaine, mais des identités africaines. Et donc concilier justement ces aspects-là et sortir parfois de la plainte pour être dans la création de la ressource, il me paraît que c'est l'un des défis urgents qui nous mobilisent à plein temps, je pense. Bravo. Merci beaucoup, cher ami. Cependant, sur la question de l'industrie du livre, ou plus précisément sur le livre comme facteur possible de développement, j'ai un petit propos qui n'était pas si éloigné que ça, finalement, de celui que j'avais préparé en descendant les marches, c'est-à-dire en arrivant là il y a quelques secondes. Hier, je parle de l'actualité, il y a une circulaire décision qui a été prise par le gouvernement français, décision selon laquelle donc, certains artistes qui viennent de certains pays africains, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, il me semble, sont maintenant interdits de voyage, on ne peut plus leur donner de visa ni autoriser une association française, une organisation ou une structure institutionnelle française diplomatique à financer une activité culturelle dans ces pays-là. Ça, c'est un premier fait, je reviens tout à l'heure là-dessus. Le deuxième fait auquel je pensais, c'est quand je remonte un peu dans le temps, en 1988, il y a un prix Nobel américain qui s'appelle Saul Bellow, excellent romancier par ailleurs, qui a écrit un texte comme Les Aventures d'Ogimash, très grand texte. Saul Bellow, dans une interview, se demande qui est le Tolstoï des Zoulous ou qui est le Proust des Papous. Et qui serait effectivement très heureux de lire cet écrivain s'il existe. Troisième fait, et il me concerne, mais évidemment il faut toujours avoir la vanité de se partir de soi comme exemple, une nuance de qualité. Il y a quelques mois, j'étais au Mexique, lorsque je faisais la promotion de mon livre, et à la fin d'une conférence, il y a un monsieur qui vient très courtoisement et qui me dit j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, j'ai beaucoup aimé votre livre. Dans votre livre, vous parlez beaucoup des écrivains sud-américains, vous parlez beaucoup des écrivains au cours de la revue Sourd, vous parlez de Borges, de Ocampo, de Salvatore, de Gombrowicz, etc. etc. Mais est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est compris chez vous en Afrique? Est-ce qu'ils connaissent ces auteurs-là? Quel sens ça a finalement pour vous, un écrivain africain, de parler de ça? Les trois faits que je viens d'énumérer n'ont en apparence aucun rapport. Et pourtant, j'en vois un, et c'est le cœur de mon propos aujourd'hui. Le rapport finalement, c'est qu'il y a une sorte, et j'en parle depuis quelques jours, parce que je fais des sortes de retour sur cette expérience qui me mène un peu partout dans le monde depuis quelques mois, il y a une sorte d'ambiguïté des marges. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'abord que les écrivains, les artistes africains, ou la culture africaine au sens large, globalisant et évidemment essentialisant, est souvent rejeté dans une forme de marginalité. C'est une marginalité culturelle, c'est une marginalité également économique, c'est une marginalité aussi symbolique. Qui dit marginalité dit exclusion, dit agression.
dit discrimination, mais l'ambiguïté vient du fait que c'est parce qu'on est une marge qu'on existe. Et que finalement, il y a une part de rayonnement culturel qui vient du fait africain, qui vient du fait qu'il s'inscrit dans une marge, donc dans une niche, donc dans une sorte de régime assez spécifique. Des artistes qui sont maintenant interdits de voyager dans certains pays que j'ai énumérés, que finalement, il y a une nécessité aujourd'hui de toujours être à la fois chez soi, mais toujours devoir exister ailleurs, parce que cet ailleurs le permet. Pourquoi est-ce que ça fait scandale, cette histoire? C'est évident parce que l'agression, la discrimination est claire, mais c'est aussi parce que, d'une certaine manière, cela saute aux yeux de tout le monde qu'il y a encore une grande domination qui vient de l'extérieur et qui fait qu'il suffit d'interdire un accord de visa à des artistes pour qu'ils soient dans une situation qui est absolument intenable et qui indigne tout le monde, au-delà du fait qu'elle les empêche simplement comme êtres humains de voyager. C'est qu'elle les empêche comme artistes de voyager. Et ce qui indigne, c'est qu'on se dit peut-être, est-ce qu'ils arriveront à survivre comme artistes dans leur propre pays, où ils sont dans une marge? Que peuvent-ils faire? Ils doivent sortir, et s'ils ne peuvent pas sortir, ils restent enfermés dans une marge chez eux-mêmes. Tout cela pour dire que la question de l'ambiguïté des marges, évidemment de l'extérieur, elle semble évidente. Mais de l'intérieur, à l'intérieur même des pays africains, elle existe aussi. Il me semble que l'un des grands problèmes de la culture sur le continent africain est une question de perception. Comment est-ce que la culture est perçue par les populations africaines à l'intérieur même de leur pays? Est-ce que quand on leur dit culture, à quoi renvoie, à quel imaginaire est-ce qu'on est renvoyé? Ou lorsqu'on interroge les populations dans un pays africain, en Afrique de l'Ouest particulièrement, parce que c'est ce que je connais le mieux, de quoi parle-t-on exactement? Il y a une tradition qui consiste, lorsqu'il y a conflit entre deux personnes, d'aller dans une case qui s'appelle Ogunu, où, en tête-à-tête, on discute pour, le cas échéant, aplanir les malentendus. Je pense que le gingembre littéraire est un des espaces, en tout cas au Sénégal, qui est un talentueux romancier. Depuis Terre Sainte, en passant par le silence du cœur, jusqu'à la plus secrète mémoire des hommes, et un peu avant ça, de purs hommes. Madame Claudine Sauvin Dugerby, que je connais le moins. J'ai fait quelques recherches dans Internet. Madame Dugerby a une expérience intellectuelle et scientifique fort appréciable en tant qu'anthropologue. Et elle est bien placée pour participer à l'explicitation de cette problématique parce que j'ai été attiré immédiatement par un des articles majeurs qu'elle a publié, ou plutôt un de ses enseignements majeurs sur population et système de valeurs. Et quand on parle de système de valeurs, on fait référence quelque part à la culture aussi imaginaire. Il y a quelqu'un qui est au même type que Mouga. En plus, c'est des jumeaux littéraires qui sont très complices, de grands amis. Pas de efforts. Je me dispenserai d'arbitrer dans le petit cœur, parce que ça arrive souvent, parce qu'ils ont l'habitude de présenter ensemble. Je veux parler de Elhaï de Souleymane Gassaman, qui dit LS.
ce que j'aime chez cet intellectuel libre, fondamentalement, c'est son esprit iconoclaste. Il vient de publier un livre majeur qui fait le point sur le post-colonialisme ou le décolonialisme. Je ne sais plus décolonialité parce qu'il y a tellement de variations autour de ce concept-là. Les bons sentiments, et c'est sur le malaise post-colonial. Un livre que je recommande, parce que justement, il ne fait pas seulement le point sur un débat, il ouvre des perspectives. Enfin, Blondin Cissé est un brillant journaliste, plutôt. C'est un gars qui est journaliste et sociologue. Blondin Cissé est un philosophe, un très brillant philosophe, surtout philosophe politique, qui enseigne à l'université de Saint-Louis, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et qui est très fécond sur l'histoire des idées. Alors, je vais donc sans plus tarder donner d'abord la parole à Madame Dugel, vous qui avez travaillé sur population et système de valeurs. Pensez-vous qu'il y a une corrélation évidente entre ces deux notions-là, la culture et le développement? Les derniers seront les avant-premiers. Merci. Et je pense que dans tes travaux, tu as eu à relever, notamment quand tu commentes Kwame Nkrumah, qu'il y a une triple culture dans nos sociétés. La culture endogène, qui est en partage, quelle que soit votre occidentalité, votre arabité, dès qu'on creuse, on rencontre les sédiments de cette culture-là. La culture arabo-islamique, qui est venue de l'extérieur et qui s'est sédimentée, et la culture occidentale, venue également de l'extérieur, qui s'est sédimentée. Est-ce que cette triple culture que les Africains vivent, en tout cas certains Africains vivent, est-ce que cette triple culture constitue un ferment pour le développement ou est-ce que ça contrarie le développement? Oui, merci beaucoup, mon grand. Par rapport à cette question, je voudrais souligner que jusqu'ici, lorsqu'on a parlé de culture, on l'a entendu dans sa première énonciation, tel qu'on le retrouve, parce que le premier à avoir parlé de culture, c'est Cicéron, à travers la notion de paideia, désignant l'ensemble des caractéristiques, des dispositions qu'un individu doit avoir pour s'élever au rang de citoyen athénien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la culture renvoyait à des déterminations politiques qui visaient à forger l'individu. Mais je veux dire par là qu'on a souvent envisagé la culture à travers cette dimension occidentalocentrée. Et ça va dans pas mal de registres. Pourquoi? Parce que, en fait, on refuse de penser que les autres traditions recèlent de possibilités qui leur permettent de repenser la culture. Et donc, lorsque je parle de culture, j'entends pas une réalité anthropologique, sociologique, civilisationnelle, donc une identité, une assignation, un enfermement, mais plutôt une tension, une exposition au dehors. Et c'est là où la définition que Fabien Ebousi-Boulagan, le philosophe camerounais, en donne, est fondamentale.
Il dit que la culture est genèse, autoproduction de soi, à partir de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on n'est plus, en direction de ce qu'on n'est pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a la possibilité de penser la culture à travers ces différentes formes telles que Senghor pense de la culture comme complémentarité. On a aussi Towa qui nous dit que mais non, attention, oui, la culture est aussi possibilité de sortir de soi pour aller vers l'héritage de l'autre. Et Kwame Nkrumah qui parle justement de la culture à travers ce qu'il appelle la synthèse intellectuelle. Il définit le conscientisme comme l'organisation en termes intellectuels de l'ensemble des éléments présents en Afrique, de faire en sorte que ces éléments puissent s'insérer dans la personnalité africaine. Je vais terminer par là avant de revenir peut-être, si tu me donnes la possibilité. Il dit que si on cherche à se priver d'un héritage, à ce moment-là, on entre dans ce qu'il appelle une schizophrénie sociale. Donc l'Afrique n'a pas de complexe par rapport aux autres cultures, parce que l'Afrique, pour parler comme Thomas Sankara, se veut héritière de tout, de toutes les histoires, de toutes les cultures. Merci.